Treyarch est un développeur californien fondé en 1996. De tous les titres sur lesquels il aura travaillé, c'est son premier jeu qui aura certainement le plus marqué l'histoire des jeux vidéo. Avec Die by the Sword, Treyarch allait en effet proposer un hack and slash en 3D à la maniabilité inédite. Au moment où sort Die by the Sword, le jeu d'action-aventure en 3D n'est encore qu'un genre balbutiant, dans lequel peu d'éditeurs peuvent se vanter de s'être aventurés sans payer les pots cassés. C'était donc un pari risqué pour le jeune développeur Treyarch que de proposer un jeu de ce genre, qui plus est avec un univers lorgnant du côté d'un hit comme Diablo. Disons-le tout net, le scénario de Die by the Sword est très oubliable. Chevalier ? Check. Demoiselle en détresse ? Check. Nécromancien maléfique ? Check. Tout au plus pourra-t-on trouver original, voire parfois franchement hilarant, l'accent bien du terroir de notre héros lorsqu'il déclame des phrases cultes telles que « Abassant les jambes, tu courras tout de suite nettement moins vite !» Oh ça, sale bête ! Mais non, clairement, l'intérêt de Die by the Sword est ailleurs, en l'occurrence dans son système de combat. Les développeurs ont en effet eu cette idée fascinante de laisser au joueur le contrôle total sur le bras de son personnage, grâce à un système de contrôle baptisé V-Sim. Il n'y a donc pas de coup prédéfini, le joueur doit bouger son épée dans l'espace et le moteur physique fait le reste, bloquant les coups d'un ennemi ou lui coupant les jambes au niveau des genoux. Un gameplay étonnant qui ne fit pas école et reste encore aujourd'hui unique en son genre. Bon, soyons honnêtes, la maniabilité très spéciale de Die by the Sword ne le rendait pas forcément facile d'accès. Mais ne vous fiez pas pour autant aux piètres performances visibles dans ces vidéos. Pour les joueurs expérimentés, il était possible de réaliser des prouesses d'escrime à faire pâlir Inigo Montoya. Die by the Sword aura droit à son extension, ajoutant notamment une nouvelle campagne solo, mettant cette fois-ci en scène la demoiselle en détresse du jeu original, qui ne laisse pas à désirer question CAP boucherie-charcuterie. Mais les ajouts principaux concernaient surtout le mode multijoueur, en proposant plus d'arènes et de modes de jeu, avec par exemple la possibilité de jouer une mini-campagne en mode coopératif. Notons également un nouveau modèle de personnage à l'effigie d'un sinistre Minotaure. Les fans y ont à coup sûr trouvé de quoi prolonger la foire au cochonnage. Peu de joueurs connaissent l'existence de la suite de Die by the Sword. Sorti dans l'anonymat le plus total sur Dreamcast, il s'agit pourtant d'un jeu très sympathique. En Europe, le jeu est connu sous le titre Dragon's Blood, tandis qu'aux États-Unis, il s'appelle Draconus Cult of the Wyrm. À coup sûr, ça ne l'a pas aidé à se faire un nom. On a cette fois-ci le choix d'incarner deux personnages. Cynric, le chevalier, qui reprend grosso modo l'archétype proposé dans le premier épisode, et Éowyn, la magicienne. Ces héros doivent trancher dans le lard des forces du mal pour empêcher le maléfique sorcier Raka d'organiser un bal musette. Ah non, pardon, il veut corrompre des artefacts anciens pour détruire le monde. Désolé, mauvaise fiche. Bref, on a une fois de plus affaire à un hack and slash dans la plus pure tradition du genre. La dimension RPG est plus développée que précédemment puisqu'il y a désormais un système de points d'expérience obtenus en récoltant de petites fées plus ou moins cachées, et permettant d'améliorer les capacités de son héros entre les niveaux. Mais la grande question reste, comment la maniabilité si spécifique de Die by the Sword a-t-elle été transmise à son héritier sur Dreamcast ? La réponse, grâce au stick analogique. En effet, le stick sert à la fois à déplacer son personnage et à influer sur le mouvement de l'épée lorsqu'on porte un coup. Moins spectaculaire que celui de Die by the Sword, mais plus intuitif, ce gameplay s'avère à l'usage très plaisant. Malheureusement, Dragon's Blood n'en reste pas moins assez quelconque. Sympathique et bien taillé, mais manquant cruellement d'identité pour sortir du lot des jeux médiévaux fantastiques. Il n'aura donc pas fallu attendre la Wii pour que des jeux tentent de donner le sentiment que le joueur donne réellement un bon gros coup d'épée. Die by the Sword et Dragon's Blood sont loin d'être des jeux exempts de défauts, mais ils eurent au moins le mérite de tailler dans le vif du sujet.